Il est 13 heures à Kinshasa. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal télévisé de la mi-journée sur Mondico Télévision. Le vice-premier ministre chargé de l'Intérieur et Sécurité a bouclé le 16 juillet sa mission d'itinérance au Nord Kivu dans l'est du pays durant 4 jours. Jacquemaine Chabani, accompagné du ministre d'État au développement rural, du vice-ministre de la Défense nationale et du vice-ministre des Affaires coutumières, a échangé avec toutes les couches sociales de la population des villes de Goma et Butembo. À la fin de sa mission, il a donné aux autorités provinciales des nouvelles orientations concernant les mesures sécuritaires en réponse aux besoins de la population. Suivez. Bon, c'était une mission à caractère sécuritaire. Le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi et Madame la Première ministre chef du gouvernement ont décidé de nous envoyer ici pour nous enquérir de la situation. Mais c'était aussi une mission de reconfort. Donc c'est dans ce sens aussi qu'au-delà des réunions de conseil de sécurité que nous avons tenues à Butembo et ici à Goma, nous avons rencontré les forces vives de ces deux contrées, de ces deux villes, pour échanger avec eux, pour prendre la température, avoir toutes les informations possibles, les réconforter aussi parce que le gouvernement est conscient qu'ils vivent dans une situation sécuritaire complexe. Tout le monde est au courant que la République démocratique est en guerre, une guerre d'agression, et il était important que le gouvernement soit présent parmi ces populations-là en difficulté. Bon, nous allons faire un rapport parce que nous sommes venus en mission d'information. Mais la population doit retenir qu'elle n'est pas abandonnée, elle n'est pas seule. Le gouvernement de la République, le président de la République est avec elle et a ce dossier-là sur sa table. Et du côté de la Chambre basse du Parlement, le Congrès américain a, dans le cadre de la diplomatie parlementaire, dépêché une délégation des représentants en RDC pour échanger avec les parlementaires congolais et les autorités politiques autour des grands défis que connaît ces géants d'Afrique en quête de paix pour se lancer vers la voie du développement. Conduite par Brian Fitzpatrick, représentant de la Pennsylvanie, et Lucy Tamlin, ambassadrice des États-Unis en RDC, cette délégation a été reçue le mercredi 17 juillet 2024 par le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe. Suivez. Dans le cadre de la diplomatie parlementaire, le Congrès américain a dépêché une délégation des représentants en République démocratique du Congo pour échanger avec les parlementaires congolais et les autorités politiques autour des grands défis que connaissent ces géants d'Afrique en quête de paix pour s'élancer vers la voie du développement. Avec les parlementaires américains conduites par Brian Fitzpatrick, représentant de la Pennsylvanie et l'ambassadrice des États-Unis en République démocratique du Congo, l'honorable président Vital Kamerhe a brossé les grands défis que connaît actuellement les pays de Lumumba, notamment sur le plan économique, social, surtout sécuritaire. Pour Vital Kamerhe, il n'y a aucune solution paisible face à cette situation si les Rwanda et l'Ouganda gardent leurs armées sur les sols congolais. Nous exigeons avant toute autre chose les retraits du Rwanda et de l'Ouganda du sol congolais. D'autre part, nous sollicitons des États-Unis et de la communauté internationale un soutien à la démarche de la RDC. Je suis convaincu que si cette implication est réelle, ces deux pays pourront retirer leurs troupes du sol congolais et les protagonistes pourront enfin s'élancer vers une solution par la voie diplomatique, a déclaré le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe. Il a fait savoir à ses pairs que le gouvernement de la République démocratique du Congo, nouvellement installé par l'Assemblée nationale, a un programme de développement très ambitieux qui nécessite que le pays soit dans un climat de paix pour sa matérialisation. Le président Vital Kamerhe a par ailleurs évoqué la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui n'est pas de faire la guerre à ses voisins, mais plutôt d'impulser le développement économique et social de l'Afrique à travers une coopération gagnant-gagnant avec le pays frère du continent africain et ceux d'autres continents. Il a montré la disponibilité de la République démocratique du Congo à coopérer avec le pays de la sous-région des Grands Lacs dans un climat de paix et dans le respect mutuel de l'intégrité territoriale. Pour Brian Fitzpatrick,
Le Congrès américain qui a mandaté la délégation qu'il conduit en RDC est disponible à soutenir la République démocratique du Congo dans sa démarche pour relever les différents défis auxquels elle fait face. Les deux parlementaires se sont convenus d'approfondir leurs relations dans le cadre de la diplomatie parlementaire pour permettre à la République démocratique du Congo de bénéficier de l'expérience américaine. Rendons-nous à présent à Mbuji-Mayi où le coup d'envoi a été lancé le mercredi 17 juillet 2024 de l'atelier sur l'élaboration des plans locaux de développement 2024-2028 des entités territoriales décentralisées dans la ville de Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental au centre de la RDC. Ces travaux visent également à aider le gouvernement de la RDC en mettant en place des procédures de contrôle et de systèmes de gestion financière. Images et commentaires. Ces travaux d'élaboration des plans locaux de développement 2024-2028 des entités territoriales décentralisées ciblées au Kasaï oriental pour la première phase s'exécutent en perspective de la mise en œuvre du processus du budget participatif avec l'appui du projet d'amélioration de recouvrement de recettes et de la gestion des dépenses en République démocratique du Congo, projet encore en sigle. Jean-Claude Moussas, coordonnateur du projet Encore, a démontré que la première phase de ce projet a pour objectif d'assurer l'utilisation rationnelle effective des ressources du gouvernement au niveau central et local pour améliorer la prestation des services. Aujourd'hui débutent les travaux d'élaboration des plans locaux de développement 2024-2028 des entités territoriales centralisées ciblées au Kasaï oriental pour la première phase, bien entendu, en perspective de la mise en œuvre du processus budget participatif avec l'appui du projet d'amélioration du recouvrement des recettes et de la gestion des dépenses en République démocratique du Congo, projet Encore en sigle. Le projet Encore, c'est le projet d'amélioration du recouvrement des recettes et de la gestion des dépenses en République démocratique du Congo. À cet effet, cette composante entend appuyer d'abord le gouvernement pour aborder le problème de transfert des ressources nationales et permettra aux provinces de disposer des ressources nécessaires pour fournir des services publics aux citoyens. Pour Jean-Claude Moussas, c'est l'ensemble des Congolais qui sont bénéficiaires de ce projet. Ils sont représentés par les participants à cet atelier qui vise pour eux l'accession au secteur prioritaire, notamment la santé et l'éducation. Les principaux bénéficiaires du projet Encore sont les citoyens de la République démocratique du Congo, qui, grâce à l'accroissement des ressources générées, accèdent à de meilleurs services dans les secteurs prioritaires. Je peux citer entre autres l'éducation, la santé, les transports, l'environnement, etc. Ces populations sont dans toutes les entités que nous représentons en Syrie. Au-delà des principaux bénéficiaires, il y a également plusieurs bénéficiaires spécifiques. Il s'agit premièrement du personnel des ministères concernés. Le ministère des Finances, le ministère du Budget, le ministère du Portefeuille, de la fonction publique du plan, des mines. Pour les organisateurs, cet atelier contribue à la réforme des finances publiques en RDC. Les Congolais qui en sont bénéficiaires doivent également y participer pour contrôler les finances publiques. Le présent atelier se situe dans le contexte de la réforme et de la modernisation des finances publiques en République démocratique du Congo et fait suite au Forum national sur les mécanismes de participation citoyenne et les contrôles citoyens des finances publiques en République démocratique du Congo, organisé à Kinshasa les 18 et les 19 novembre 2015 à l'hôtel du gouvernement. La République démocratique du Congo s'est engagée dans une grande réforme de ses finances publiques. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a conclu avec la Banque mondiale un partenariat pour la mise en œuvre du projet d'amélioration du recouvrement des recettes et de la gestion des dépenses en République démocratique du Congo, en cycle Encore.
Ces partenariats visent à appuyer la mise en œuvre de la stratégie actualisée de la réforme des finances publiques pour la période allant de 2022 à 2028. Ouvert le mercredi 17 juillet 2024, cet atelier va se clôturer le 20 juillet 2024 dans la ville de Mbuji-Mayi. Les résolutions devront aider à assainir les finances publiques de cette province qui a connu une longue période de crise économique. D'une province à une autre, cette fois-ci, nous sommes en Ituri, plus précisément dans la ville de Bunia, où les travaux de la revue annuelle des performances dans les secteurs de l'éducation de la sous-division urbaine ont été lancés le mercredi 17 juillet 2024. Au cours de ces assises qui vont durer 3 jours, il sera question de passer en revue toutes les réalisations et planifications de l'année scolaire passée en termes de pourcentage et aussi planifier l'année scolaire 2024-2025 au travers des actions opérationnelles. Suivez. Nous avons été instruits par les autorités nationales, donc les ministres nationaux, à travers les directeurs professionnels de l'EPST Ituri 1, sur l'organisation de cette revue annuelle. La revue annuelle qui a pour thème amélioration de la qualité de l'éducation pour stimuler le développement socio-économique. Et ça, c'est le thème de la revue annuelle de cette année scolaire 2024. Et dans ce thème, dans cette activité de revue annuelle, nous allons passer à revue toutes les planifications de l'année passée à travers les PAO que nous allons évaluer. Et nous allons aussi planifier l'année scolaire prochaine qui va commencer. Dès que nous allons évaluer les PAO, nous allons voir les réalisations. Mais notre souci, c'est que nous puissions arriver à réaliser les 100%. Mais nous allons essayer d'évaluer si on a atteint quel pourcentage et pour maintenant projeter l'année prochaine et voir aussi si on va ce qu'on va planifier pour l'année prochaine 2024-2025. L'actualité, c'est aussi en dehors de nos frontières. Au Kenya, la police kenyane a interdit ce jeudi les manifestations dans la capitale pour une durée indéterminée, invoquant l'absence d'un leadership susceptible de garantir des manifestations pacifiques. L'interdiction a été annoncée quelques heures avant une manifestation prévue plus tard dans la journée de ce jeudi, au cours de laquelle les manifestants devaient s'y rendre au bureau du président pour réclamer sa démission pour cause de mauvaise gouvernance. Les détails avec Merveille Loabéa. L'inspecteur général de la police par intérim, Douglas Kanja, a déclaré dans un communiqué que l'absence de leadership avait rendu difficile l'application du protocole de sécurité. Les récentes manifestations ont entraîné des pertes pour les entreprises à la suite de pillages des incendies. Les manifestants n'avaient pas encore été repérés jeudi matin, mais les routes principales menant au bureau président sont restées barricadées par la police. Le Kenya a connu 2 mois de manifestations qui ont commencé par des appels aux législateurs pour qu'ils votent contre un projet de loi des finances controversé qui proposerait des impôts plus élevés dans un contexte de crise du coût de la vie et d'exploitation de la dette publique. Selon la Commission nationale des droits de l'homme du Kenya, au moins 50 personnes sont mortes depuis le début d'une manifestation le 18 juin. Le président William Ruto a déclaré qu'il signerait pas de projet de loi de finances adopté par le Parlement le 25 juin. Jour où le manifestant ont pris d'assaut et brûlé une partie du bâtiment, poussant les législateurs à s'enfuir. La semaine dernière, le président a limogé la quasi-totalité de son cabinet et le procureur général, comme le demandaient les manifestants qui accusaient le ministère d'incompétence et de corruption d'opulence. Et en Haïti, dans la capitale Port-au-Prince, les policiers kenyans patrouillent aux côtés de leurs homologues haïtiens. Depuis leur premier déploiement en juin, les forces étaient cantonnées près de l'ambassade des États-Unis. On fait le point avec Diane Bonga. Cette semaine, c'est autour de zones proches du principal aéroport international qu'elles sont visibles.
Rejointes par un nouveau contingent de 200 policiers kenyans, ces forces bénéficient du soutien logistique et financier des États-Unis. À terme, cette force multinationale d'appui à la sécurité atteindra 2500 hommes avec pour objectif principal de mettre fin à la violence de gangs armés. Cette mission sous l'égide de l'ONU devait en principe durer 1 an jusqu'en octobre 2024 si les calendriers de déploiement de forces avaient été respectés. Cependant, sur le terrain, l'opposition haïtienne et des organisations de défense de droits humains craignent les méthodes de la police kenyenne, maintes fois accusée de faire un usage excessif de la force jusqu'à se rendre coupable d'exécution solaire. Voilà, c'est tout pour ce journal de la mi-journée. Retrouvez la grande édition à 19 h avec Merveille Loabéa. D'ici là, bonne suite de programmes sur nos antennes.